Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Tout d'abord, je me présente, je suis Najat Mohamed El Baroudi, votre prof pour ce module de l'introduction à l'économie. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue pour tous les étudiants qui viennent de rejoindre la faculté pluridisciplinaire de Nador. Comme je vous souhaite une année universitaire pleine de triomphes et de succès, Inch'Allah. Donc, vu le commencement des études à distance pour les circonstances actuelles, nous allons commencer notre séance introductive à la science économique. D'entrée de jeu, ça n'aura échappé à personne que l'économie a envahi nos vies personnelles d'abord avec les problèmes de logement, d'emploi et de pouvoir d'achat, les problèmes du travail, ensuite avec les réorganisations, les exigences de la concurrence internationale et ainsi de suite, et nos vies au quotidien, enfin avec puisque l'économie est devenue omniprésente dans le débat politique. Pourtant, l'économie relève souvent du mystère, voire de la magie dangereuse. Pourquoi le prix de logement à Casablanca, par exemple, est-il plus élevé qu'à Fès? Pourquoi certaines entreprises licencient-ils alors qu'elles réalisent encore les bénéfices? Pourquoi le résultat scolaire des étudiants dépend-il pour partie de leur origine sociale? Et pourquoi ne pas annuler la dette des États? Autant de questions à se poser sans trouver forcément une réponse intelligible. C'est pour cela que nous avons besoin de passeurs qui prendront le temps de nous mener pas à pas, de nous frayer un chemin dans la jungle de l'économie sans jamais se céder à l'à peu près. Le passeur nous explique les enchaînements logiques, repère ce qui fait consensus et descend les points de divergence. Et c'est exactement le rôle de ce module qui s'adresse aux étudiants, notamment ceux qui abordent l'économie pour la première fois et ne suppose aucune connaissance préalable du langage ou des techniques de l'analyse économique, mais il suppose que l'étudiant accepte dès les premières séances d'abandonner et d'oublier sa façon actuelle d'envisager le monde qui l'entoure afin d'accepter le point de vue particulier de l'économiste. Et pour y faire, nous allons commencer par la présentation du premier chapitre intitulé « Nature de l'activité économique et objet de la science économique ». Ce chapitre subdivisé en deux sections. Dans la première section, on doit présenter les principes qui concerne la définition de l'économie ainsi que son objet, et la deuxième section, on doit présenter les éléments et analyses qui concernent notamment les caractéristiques du raisonnement et la méthode de la science économique. La première question qui se pose lorsqu'on s'intéresse à la science économique est: qu'est-ce que l'économie? L'économie, l'origine du mot économie est grecque, c'est oikonomia. Ce mot étymologiquement est composé de deux termes, oikos et nomos. Oikos signifie maison, la maison, alors que nomos, ce sont les règles. Et tout simplement, on peut dire que l'économie dessine l'ensemble des règles de conduite des activités domestiques. Donc, on peut dire que la science économique, c'est une science de gestion de la vie domestique privée par rapport à la politique qui s'intéresse à la gestion de la cité. Ce n'est qu'en 1915, avec la publication du traité de l'économie politique par Démon Chrétien, que l'économie a vu s'élargir ses champs et ses contours afin d'embrasser les affaires de l'État et de la nation. Donc, avec le développement des méthodes, la science économique est devenue une science à part entière.
Son objet est lié donc à un environnement économique, il est de caractère évolutif. Il est de caractère évolutif, c'est-à-dire on est passé de la science. L'économie est considérée comme une science de la richesse, à la science de l'échange, à celle du choix efficace. Alors, en ce qui concerne l'économie, lorsqu'on parle que l'économie est considérée comme une science de richesse, on doit prendre certaines définitions, dont ce constat, celle de Jean-Baptiste Say, qui définit l'économie comme la politique et enseigne comment se forment et se consomment les richesses qui satisfont aux besoins des sociétés. Alors, de sa part, Jean Garnier, pour lui, l'économie est la science de la richesse, c'est-à-dire la science qui a pour but de déterminer comment la richesse est le plus rationnellement produite, échangée, répartie, employée dans l'intérêt des individus comme dans celui de la société tout entière. Alors, partant de ces définitions, on peut dire que l'enrichissement est le but fondamental de la société et de l'individu. La science économique est une science de la richesse, comme elle existe une science de la lumière et des planètes. Alors, en ce qui concerne l'économie est une science de l'échange. Dans ce cadre, on peut dire qu'un bien ou un besoin n'a de valeur en soi, n'a de valeur que s'il peut satisfaire un besoin, que s'il présente une utilité. Or, le problème qui se pose est comment vérifier cette utilité et donc comment mesurer les valeurs. C'est à travers l'échange que la valeur d'un bien ou d'un service se manifeste et l'échange s'opère à travers les marchés. Donc les marchés sont au cœur de la science économique parce que c'est à travers eux qu'on pourrait mesurer la valeur des biens et services et donc de vérifier leur utilité. Les marchés permettent ainsi de fixer le niveau des prix. Donc la science économique devient alors une science ou bien une science des prix parce qu'on peut dire que économique, tout est seulement ce qui peut se traduire par un prix. Alors, en ce qui concerne l'économie est une science de la rareté et des choix efficaces. Dans ce constat, on trouve l'économiste Lionel Rubens dans son ouvrage publié en 1947, Essai sur la nature et traité signification de la science économique qui a défini l'économie comme une science qui étudie les comportements des individus en tant que relation entre les fins et les ressources rares à usage alternatif. Donc cette définition met l'accent sur la notion de la rareté. La rareté est donc considérée comme une situation de la non-abondance des ressources, ce qui oblige à faire des choix. Dans cette même veine, Samuelson considère que la rareté est une obligation qui s'impose à tout le monde et ce n'est que paradis qu'on pourrait accéder aux besoins illimités, aux ressources illimitées pour satisfaire nos besoins. Parce que les ressources sont rares, donc il y a l'obligation de faire des choix efficaces. Les agents économiques éprouvent des besoins illimités alors que leurs ressources sont limitées. C'est au niveau microéconomique qui considère à la fois le producteur et le consommateur et au niveau macroéconomique qui considère l'État que ces agents économiques éprouvent la nécessité de faire un choix entre leurs besoins et les ressources dont ils disposent. Au titre d'exemple, un consommateur face à un budget limité et au prix des biens cherche à affecter les dépenses de telle sorte que sa satisfaction soit maximale. Et le producteur face au prix des facteurs de production et ses ressources limitées, donc cherche le mécanisme le plus satisfaisant pour accroître sa production. De ce fait, la science économique tient compte que les agents éprouvent des besoins illimités alors que les ressources sont limitées.
Au titre d'exemple, l'argent, le temps ne sont pas inépuisables. Ceci engendre l'obligation de faire des choix dans l'allocation des ressources et donc des besoins que l'on va satisfaire. Donc, on doit essayer de schématiser toutes ces idées de la manière suivante. Alors, comme on a dit, la science économique est une science à la fois de richesse, science de l'échange, et enfin de la rareté. En ce qui concerne la science de richesse, on a dit que l'enrichissement était le but fondamental des individus et des sociétés. Donc c'est un but fondamental pour la société. Pour la science de l'échange, on a dit que la science économique est une science des prix parce que les prix n'est que le résultat de l'échange. Du surcroît est économique, tout est seulement ce qui peut se traduire par un prix. Et enfin, en ce qui concerne la science de rareté, dans ce cas, les agents économiques se trouvent confrontés aux besoins illimités, alors que les ressources sont limitées, ce qui nécessite une obligation de faire des choix. Obligation de choix. Donc, après d'avoir traité l'ensemble des définitions en ce qui concerne la science économique, tant des vues, les divergences de ces définitions s'imposent une problématique qui est la scientificité, qui est liée à la scientificité. Alors, passons au deuxième paragraphe qui concerne la scientificité de l'économie. En fait, le problème de définition de l'économie illustre bien une attitude particulière chez l'économiste. Ils donnent l'impression de n'être jamais d'accord, même si 90% d'entre eux font exactement la même chose. Il est vrai que la question est moins simple qu'il ne paraît donc à première vue. Dans ce cadre, on peut dire que la scientificité de l'économie a dissocié les académiciens et les scientifiques entre ceux qui considèrent que l'économie mérite le caractère scientifique du fait qu'il dispose d'un objet et d'un champ disciplinaire bien déterminé. Du surcroît, elle a des méthodes définies et vérifiables. En revanche, les détracteurs de ce courant considèrent que l'économie ne mérite plus le caractère scientifique comme la physique et la chimie. En effet, si ces sciences ont une seule définition de leur objet, qui est l'étude de la nature pour la physique, et des corps minéraux et non minéraux pour la chimie, l'économie, vu la divergence de ces définitions, a plusieurs objets. De surcroît, l'économie n'est pas une science cumulable. Au titre d'exemple, les maladies fatales jadis aujourd'hui sont facilement curables, tandis que les crises économiques se reproduisent régulièrement sans que les économistes puissent les éviter ou bien même les prévoir. La science exacte dans une seule définition à leur objet, qui est la production des connaissances vérifiables et cumulables. La science économique, vu la divergence de ces définitions dans plusieurs objets, et cela est lié notamment à deux raisons. La première raison est liée à son caractère évolutif, puisque l'économie évolue d'une époque à une autre, et dans ce cas, donc, l'objet change aussi. Et la deuxième raison est liée à l'économie, qui est forcément influencée par son environnement. De ce fait, on vient arriver à la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.